jouit d'eux. Celle ou celui qui pourra descendre à la montagne sans respirer, seulement voir étirer neigeuse la peau, la montagne à l'envers, hiver avec ours, frère, un sourire de frère emporté dans la descente. Ya! Ah! Voici à nouveau le cavalier. C'est un cavalier, jusqu'aux gencives de cavalier, joue liquide du cavalier sur la selle et genoux de cavalier emportés jusqu'en bas. Oh, la bonne nouvelle, de retour, et des muscles d'hommes sains, d'amoureux jamais repus, au front le bandeau déjà signalé dans les textes, la rumeur quand il entra sous la tente. Marmaille se tut, bouilloire chantait au milieu. Fille danse, avec toutes gens de steppes et boules bas, tournent et boivent, patatras, esparadras. Ya. Combien de fois on entendit « Cela ne veut rien dire, et tiens, il prend sa bouche, la suspend au clou du tablier. » Ne veut rien dire, quoi. Merveilleux soir d'automne. Monter en calèche, s'en aller par le bois, préparer l'eau du bain. Pourtant fut tristesse, et grande porte peinte, et visage peint avec couleur pour la mort, pleurer ensemble autour d'un feu. Mais tristesse qui habite là avec joie pour déesse, et diable s'il le faut. Compagnon, comme il baisse casque et gantelet, amour suit, sexe à l'air, brûle, et vient, ya! Et eurent de beaux enfants, incalculable génération. Des papillons, des messieurs, pas de guerre pour l'instant. La vie. Cruelle prairie, qui fut un jour ici sanglante, comment y croire? Pantalons, sortez de vos souliers. Amour, amour, et fin de feu, et fin de jour brillant, et fin d'écarlate, fin de mule écarlate, fin qui tire, et fin de joie sans pensée, et fin d'animaux, et fin de trouble, tremblement de baisser les yeux, et fin de partir dans l'autre sens, descendre le tourbillon, fin du tourbillon aux patronnes, aux canonniers, et fin de dévoration canso. Voici la chanson. Para bailar a dos. Je viens dans le jardin, flamenqué, existar por existar. Nous dansons, comment? Flamenco. Là-bas de l'autre côté, autre côté. Qui est là? Là-bas, derrière l'Atlantique ou Pacifique à venir. Fin duvet, fin cœur, enfin tout. Qui est là? Et dévale, escalier, besoin de toi, de secret, le ridis, l'orphée, qui danse ta reculons, moi je flamenque avec toi, dans le jardin, on aime, le soleil, tango, il recule, aboiement lointain, une forge, et flamenco prend flamenque. Un verger, puis la mer éclatante, puis le vent, et oiseau, et dansons, qui est là? Brume à bois. On n'entend pas. On joint les étoiles, des tresses, des montagnes du Japon. Et jupe de soie, on entend les papillons. Il y a des âmes por flamencar, por flamenquer, même la nuit. C'est jour.
ces lucioles partout qui godillent et torpillent et cymballent. Sans un son, les sourds font musiquer les arbres, fondent, et l'âge de l'amour sort ses habits un à un. La tondeuse écarlate les pierres du jardin. Enfer, ridicule et minuscule piqûre sur ton bras. Peau éclate au soleil, peau va partir à la rivière. Il faut enjamber l'océan. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Pour enjamber, voici la chanson qui fait pleurer de joie. Tu pleures? Oh, pourquoi pleure? N'aie pu prendre tous les chemins humains à la fois. Oh là là, un seul humain et ta main. Il n'y a pas lieu se lamenter, il n'y a pas lieu se lamenter. Il y a une libellule, il y a une libellule. Elle grésille, elle grésille. Remercions tous les dieux de la nature. Ils se cachent dans ces bois, brûlent d'amour entre eux. Des grappes et des jambes luisantes dépassent, tremblent d'amour les feuilles. Moi pour toi, existar por existar. Qui danse ici, qui chante? Sur le pré, chevaux dansent. Vaches dansent. Nuages dansent. Et toi? Espoir s'invite sous la table, monte ton pied. Descends sur le mien, espère, amour, c'est heure de jouir et jouir. Voici flamenco et flamenca. Por existar, por existar. Bonsoir, c'était un extrait de l'anthologie parue aux éditions Lanskin en février dernier. Et c'était un premier extrait que j'ai choisi, extrait lui-même d'un livre réédité aux éditions Lurlure en 2021, qui s'appelle « Et voici la chanson ». Maintenant, je vais lire un extrait du Domaine des Englués, paru à la Lettre volée en 2017. Lettre au bord 2, la deuxième lettre. L'eau du lac frémit à peine sous le vent, surface à peine griffée. Silence, sauf ce vent. La vallée semble s'être encore rétrécie, les deux versants à se toucher, automne qui dénude et rapproche. Quand redescendrai-je d'ici? La question a-t-elle un sens? Est-elle importante? M'importe-t-elle la question? Attendez-moi, continuez à vous muscler. Votre cœur droit est bien enfumé encore, le gauche est trop ouvert. S'ils le disent. Le géant court sur la steppe, il court. Courant, il pense à sa fiancée perdue. Courir pense, ne pense qu'à elle perdue. Que pense la steppe sous ses pas? Leur fureur est terrible. Que pense-t-elle de la pensée du géant qui court? Et de la fiancée? Il la tenait dans sa main, la montait jusqu'au bord des yeux. Qu'elle parle, mais qu'elle parle en se tortillant sur ses doigts, assise là, se tortillant. Elle lui disait de jolies choses qu'il ne comprenait pas. Il était heureux. Heureux. Heureux à cette époque. Je veux joie. Je veux joie. Je veux joie. À nouveau l'été. Enfin, la mer a pris toute la place de la pensée, ou bien pensée s'est prise au corps, le corps pris à la mer. Elle s'agite depuis hier soir, pleine lune oblige,
des bouquets d'iris violets à la surface, surface déboussolée. Vivre est de retour. Chant de vieil amour enrubanné. Extrait. Vieil amour vieillissait au bord du lac aussi vieillissait. Quel amour pour moi seul se cache. Comment y croire? Or, n'y pas croire vaut mourir. Le feuillage, peut-être, des aulnes, peut-être, le fourré, où un ruban abandonné respire. Vieil amour a sauté par la fenêtre. C'était un matin éclairé par l'éclair, ni hiver, ni été, un fils, très éclairé par toutes les époques. 2. Adieu, ici, je ne sais où. Adieu, lac. Hop, baluchon, gourde, ficelle et saucisson sur le dos, dans le sac, quelle faim il donne. Salut, jambes de vieille endormie. Mais aujourd'hui, de bondir sont aiguisés. 4. Vieil amour veut que poitrine n'étouffe pas, que langue se soulève, pas pourrir, sortir frais. Or la terre ce jour-là avait tremblé, une vague terriblement perçait le rocher. Quel bruit de gouffre vorace, brrr, brrr. Le lustre a bougé dans la salle à manger, le plancher, tous les meubles dansaient un peu. Passer sur le pont devint un souvenir comme le reste. Je ferme le torchon, plaintes, peines à l'intérieur. Caché dans le placard, l'argent d'une semaine et sa bague de fiançailles, si je pouvais la retrouver, enfouie dans la farine. 6. Ne pas mourir. Ne veut pas mourir. Mourir, mais vif. Ainsi courir, se dérater, du couru, et transpire, tombe au pied d'un arbre marronnier en fleur de sa vie. Harmonie tue. Équilibre tue. Repos tue. Oh oh, nerfs, sortez de vos caissons. 7. Stop. Veut sortir, frémir, couiner, gogoter, dulciner, passer les bras, plaquer le très grand frisé. Hop, la montagne de l'autre côté, embarquer sur ton derrière, oiseau, à califourchon. Planter mes griffes. Ah, ne pas tomber. Merci à Hospitalité légendaire du conte. À Hospitalité légendaire des plumés chanteurs. À Hospitalité légendaire de la promenade au ciel. Allons. Quelques extraits maintenant de Jadis Poyenne, une poème, un livre publié aux éditions Flammarion en février dernier aussi. C'est un livre qui en contient 2 en fait, et 2 séparés par presque une quarantaine d'années de distance, puisque le premier a été écrit, enfin qui est le second dans ce livre, Fille de Jeanne Félicie, a été écrit en 1986, publié en 99, donc dans un livre qui s'appelle De la main gauche exploratrice chez Flammarion. Et le premier texte, donc Jadis Poyenne, qui est un texte on en parlera peut-être tout à l'heure, dont l'écriture a été interrompue
et que j'ai ensuite repris. Scène 1, naissance de Poyenne. Jadis fut Poyenne. Avant jadis, début d'aspect céleste et de guirlandes à déchiffrer. Et avant début d'avant jadis, tête effracassée d'y penser. Or, où cela commence vraiment? On s'interroge derrière l'armure, la main cachant les yeux, ou éblouie, ou du respect. Jadis, elle avait des princesses dans les yeux. Des princesses piquantes dans les yeux. Jadis, il y eut Poyenne, et c'était comme respirer à cette époque. Si on faisait des bouquets, elle mettait ses doigts au cœur des fleurs, criait fenêtre ouverte, « Rouge, tu me vois ?» Aujourd'hui, elle est très morte. Tout le monde sait quel fut son amour. Plus de gencives, des pestes, des invasions, viols avérés, ordures partout, manifestations à tronçonneuses. Comment se remettre en route? Avant, il y avait toi, Poyenne. C'était avant, tête effracassée d'y penser. Un jadis de Poyenne. Voix 1. Comment l'imaginer? À me voir aujourd'hui oublié dans le fossé des oubliés, dans les cendres, jadis lune soleil, dominus domina, à la tête des bœufs, en hôtesse étincelante, en douceur de douceur, en furie plus belle encore. Voix 2. Bouleversés, tous se cambraient. Terre en tournant, les avala. Jour après jour, s'enroulaient, disparaissaient, les aplatis. Il y en eut bien 3 ou 4, plus forts à cette époque. Dératés, pieds plus hauts que les oreilles. Voix 3. Ma langue est sèche, comme elle me brûle. Voix 4. On s'en fout. Voix 5. Et morve de mai, suffira pas que brûle. Moi, sueur et sang, j'arrive chez elle. Prince de rien, fils de qui? Je roule dans ses plis parfumés, premier et fou. Chut. Voix 6. On s'en fout. On s'en fout. Voix 7. Deuxième suie avec de l'or, diamant, pétrole. Voix 8. Troisième au lent visage et des femmes avec voile ou sans voile. Baise troublée cette robe, en bas, qu'un peu de vent soulève. Gravier sous les chaussons, la baiser partout, comme elle voudrait. Ah, qui suis-je fait soudain rougir? Voix 9. On s'en fout. Une enfance de Poyenne, et descendait à la rivière sans freiner, à peine un bout de savate, tous les champs de la peur, avec un pied pour ce virage d'épingle. Poussière soulève le vélo rouge de Francis, je te tiens par la taille, il transpire, un cœur j'entends dans ton dos, partout plus que de l'éclatant ciel, fiancé premier, ton short en nylon rouge, gonfle dans la descente et l'eau de la rivière, à cette époque habité Parc Bellevue, rue Félix Piat, 143. Sa mère chantait l'opéra, partout, sa cigale invisible, thorax ouvert, dingo soleil. L'amour du sauvage
Sentez bon l'amour des uns. Quelle herbe repoussera derrière nous, garçon? Fille 2, 1. Mère, longtemps tu as eu les cheveux longs, éplés, blonds. Ta mère te faisait des tresses, parfois une seule, si lourde. Quand tu tournes la tête, la tresse bat d'un côté, de l'autre. Tchonk, tchonk, tchonk. Un ruban de velours noir à chaque bout pour cacher les élastiques, comme de neuves dans les parapluies. Ta mère aime aussi te coiffer en chignon, tout serré, en haut de la tête, avec beaucoup d'épingles. Une telle tignasse. La nuit, épingles enlevées, les cheveux te font mal. Camomille. Dans le lavabo, les fleurs de camomille flottent et se cognent un peu, mais aucun bruit, tout est jaune. L'eau brûlante fume avec l'odeur. Tes cheveux trempent en silence, blondissent. Tu entends les fleurs. D'ailleurs, ça sent le blond dans toute la salle de bain. Madame Vaux. La machine à laver a débordé. L'eau coule même sous la porte d'entrée. Dans la penderie, les chaussures nagent. La voisine du dessous est montée, affolée, cheveux gras, pendent, mal coiffée. Trop entière, votre petite. Elle ne sera pas heureuse. Tout est dit ce jour-là. Cuisine 2. Dans la cuisine, il y a un filtre à eau, une glacière, un poste de radio. Et derrière la porte, sur une étagère, la boîte à cirage et les chaussettes de footballeur de Jaunet, ton frère, n'a pas besoin de camomille pour être blond. Chaussettes à raies blanches et vertes, couleur du lycée Thiers, Marseille. Poste de radio, en bakélite jaune. Scène 3. Une rencontre capitale. Chut, chut, chut. Ici, d'amour, je fus. Long soleil est passé, emporté, décapité. Repose le champion, réclame une rose à la fenêtre, une chose, une femelle à ses pieds, et que trempe dans la bassine sexe et orteils compressés par la course. Catégoriquement monte après dans la chambre. C'était jadis. Un peintre qui était sourd agita le chiffon sanglant à la fenêtre. Je suis peintre, suis animal sous le soleil. Quelle histoire, c'était quand? J'écris dans le noir animal, dans le bleu animal, dans le rouge animal, totalement débarrassée, femme de rien, plus poyenne, plus papillon, encore plus aile de papillon que cet autre peintre voulait rester. Pauvre jeune fille, retourne vite sous la couverture. Non, dit-elle. Mais tous voulurent entendre un oui. Depuis lutte terrible entre filles et garçons. Un autoportrait. Soudain boxeur, coupé au buste, bras droit levé, poing serré, n'a pas de gants, ne boxe pas, n'esquive rien. Tête avec sorte de rouge jusqu'au cou, il descend, le rouge dans l'autre poing retient son cœur, d'exploserait. Je peins mon torse à rétréci, croisillon devant, transpire. Derrière la vitre du jaune, beaucoup de jaune
pour la peau de ma poitrine, mes biceps. Le soleil. Vous êtes où, espèce de, vous mesurant? Je suis peintre. En bas, la mer, aussi irremplaçable que le bijou qu'elle laissa. Pour sa fille, une bague, beaucoup trop grande pour elle. Chut. Scène 4. Combat de Poyenne. Chut. Devenir cercle tracé au doigt sur la vitre, puis triangle, aux 3 pics si haut. Se regardent avec leur pauvre neige. Qui suis-je? D'où viens? Où vais? Et personne jamais pour répondre, ni pour entrer dans le cercle, parfait, à vrai dire. Perdras-tu courage, fillette du bord? Courage, fille de confiance, et ces mers qui brillent au fond, où coquelicot à peine ouvert soulève un coin de robe, œil vivant se trouble. C'est prendre de joie. Comment? Et où, joie? Ici, pas de quoi, vraiment. Soudain, tête humaine tout en haut du cœur se plaint. Eh, jette vivre, alors. Tous les droits de jeter, de traîner sur des kilomètres une carcasse façon la tienne, Poyenne, qui a tant lutté hier, envoie du feu, du vent sur le monde. Aimante se retourne, cherche un ver luisant dans l'herbe, un coup de nourrisson, un papillon mort demain qui aime, fleur de caprier. Ici, qui souffre, entend du ciel tomber dans ses oreilles et dans sa bouche, goût sucré de tout. Elle dit, comment se débarrasser du goût sucré de tout, de mélasse entre les dents? Amour de Poyenne, j'adore tes yeux. Ces matins, c'est l'été dans la cuisine, joyeux ricoche, joyeuse aussi, à plus de gorge, impossible. Ombre de la cuisine, soleil dehors éclate. L'homme qui chante à la radio a une voix de femme. J'adore toi. Fille 2. Nuit. Dans le noir, questions viennent en foule. À peine la lampe éteinte, c'est l'assaut. Ah mais que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Tu avances un petit caillou, puis l'autre, mais ils ne font pas du tout une réponse. Rue. Tu joues à être comme seule dans la rue, car derrière, pas loin, elles sont là, pas toujours. Petit blond essoufflé, tout rouge, aux yeux trop bleus, te rattrape, te souffle dans le cou. Tu veux sucer ma quiquette? Et l'autre, rue Bernex, dans la pente, enfonce ses doigts dessous entre tes cuisses. J'aime furer les blondes, pas toi, Christian. La façade des maisons renvoie la chaleur de juillet. Tu as chaud sous ton tricot. De chantonner rend plus aigu le bord du ciel. Mer. Ta bouée a un col de cygne. L'œil surveille sur le côté fermement. Bientôt plus besoin. Ménager fait briller les ailes. Battre un cœur de plumes sous le soleil. Dans le fond, mystère vivant de Mayre. Maronnaise. Mayre est là, au bout de la route, du ciel, de toi. Juste avant Maronnaise, naguère Mahonnaise. Après qu'une Mahone avait coulé pas loin du bord, sur le sable, tu nages dans la calanque, 5 ans de muscles et de tati, regarde.
Il y avait une buvette et des frites dans un sachet cristal jaune, plein d'huile sur les doigts. Le soleil tape, le sel passe partout. Scène 5, des jours. Lundi 7, crevé. Mardi 8, crevé. Mercredi 9, crevé. Tous les jours, toutes les nuits, crevé. Les 4 pneus de la voiture crèvent. Les 2 du vélo crèvent. Les dents avec, sur guidon. Vous tombez pas pour rien. On sait quoi? Celle-là. Marteau-piqueur partout. Mâchoires rebondissent du plafond à la cave. Stop. J'attaque la municipalité. À 8 heures, je téléphone. Avant de crever à nouveau dans l'armoire. Repas est servi. 11h46. T'as faim? J'ai faim. Vous n'avez pas coupé ma viande. Coupez sa viande. Bleu de vitre. Scène 6, mort de Poyenne. Il faut mourir, et tout à l'heure. Grâce, coûte-la. Elle, sur la pointe de ses pieds nus, regarde la plaine immense, ne parle pas. Mourir t'avale sans que rien ne bouge, et personne pour soulever, emporter la crochue qui défigure. Immobile depuis lors, depuis la plaie de don. Même si rire est vin frais, si séduire ouvre sa porte, remet sa mèche et ses poils presque à l'endroit, joie ancêtre, j'ai froid. Et toujours enfin, jusqu'au fossé des oubliés, j'aurai froid. Scène 7, épilogue. Chèvre, broute du sable à pic la mer, le bastion témoigne de la guerre, la grande, poumon troué, soleil au fond du ciel, nager 50 minutes, 7 secondes, cœur à 75, moyenne, température de l'eau 29, dehors 36. Des photos enivrantes, encoulées juste à mes pieds. Poème à saluer, malgré son peu. Poyenne à célébrer, ce trésor éternité. Vague à ramener amour et vie dans nos sacoches. C'est qu'il en faut encore et encore. Je voudrais faire un petit salut quand même à Fille de Jeanne Félicie et à vous. Je prends l'encre sous la lumière et je dis, soyez l'œil, l'oreille, la bouche, l'attentif dans l'osier du ruisseau, dans l'âme de la mousse, avec la feuille grillée au feu, dans l'air d'en haut. Mémoire du vieillir, des ratures, du qui suis-je. Je le dis et l'inscris encore ceci, soyez la poudre de la main, le baiser du voyageur, le rosier du silence. Soyez divin du détail dans la sculpture ou le mot, sur la photographie, dans le tableau, le chant, dans la journée. Soyez humain, du presque rien patient, et doué d'infini. Merci beaucoup Hélène pour cette magnifique lecture. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Avant de commencer notre conversation, je voudrais juste préciser qu'à l'issue de cette discussion, vous pourrez trouver les 2 livres qu'Hélène vient de publier, donc Jadis Poyena, une poème chez Flammarion,
et Cargo bleu sur fond rouge, l'anthologie 1999-2017 aux éditions Lanskin. Et vous pourrez aussi boire un verre. Je crois que ça marche. Il suffit de parler dedans. Ouais. Donc, tu as fini par le premier texte que tu as publié. Ouais. Et moi, je vais commencer notre conversation par le dernier texte que tu as écrit, à savoir l'avant-propos à Jadis Poiena, qui précise les conditions de publication de ce texte-là et revient sur le rapport entre les deux parties qu'il contient, cette espèce de diptyque improbable, pour toi en tout cas improbable, et notamment à une citation de René Char, enfin une lettre de René Char, à qui tu avais adressé ce texte, et qui te répond, donc c'était en 1986, « Votre texte, c'est remarquable. Il avance tout le temps. Il n'a pas de trou. Nous sommes des poètes, vous et moi. Votre livre, il n'y a rien à en dire. » Et je voudrais commencer donc par essayer de répondre à ce défi, il n'y a rien à en dire, en essayant de voir si, à défaut de pouvoir en dire quelque chose au sens de l'interpréter, on pourrait au moins essayer de commencer par le décrire, décrire ce texte, alors pas simplement Fille de Jeanne Félicie, mais le livre tout entier, puisque comme l'autre, en fait, c'est un livre un peu fractal, c'est-à-dire un livre composé de livres. Celui-ci est doublement fractal d'une certaine manière, puisqu'il y a 2 livres en un, comme tu l'as dit, mais chaque livre lui-même est composé d'une série de sections ou de sous-sections. Et pour ce qui concerne le premier, Jadis Poiena, donc je voudrais qu'on commence par la description de ce livre. Il y a, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais de ce que j'ai compris de ce livre, il y a une articulation double entre une biographie de Poiena, qui serait un être qui est à la fois un petit peu générique et en même temps très particularisé dans des éclats de souvenirs tout à fait singuliers, le vélo de Francis, telle adresse, telle date, la température de l'eau. Donc il y a une espèce de biographie qui, pour le lecteur en tout cas, qui fait un va-et-vient comme ça entre le générique et le très singulier, dans des vers assez courts qui sont organisés dans des scènes et portés par des voix, donc selon un principe qui semble assez théâtral et orienté vers la scène. Et cette biographie de Poiena est coupée de 2 sections de courte prose, écrites dans une police de caractères différente, et qui propose à nouveau des souvenirs, mais là, sous une forme beaucoup moins elliptique, beaucoup moins éclatée, et qui semble correspondre à des souvenirs tout à fait identifiés et dans lesquels on peut se reconnaître, mais d'une façon tout à fait différente que dans cette espèce d'aller-retour entre le singulier et l'universel que je décrivais tout à l'heure, qu'on peut se reconnaître simplement parce que, d'une certaine manière, c'est de la prose, et donc on a une synthèse beaucoup plus immédiate de la signification. Et donc, je voudrais commencer donc par tout à l'heure, tu disais que ce texte avait été interrompu dans son écriture. Peut-être tu pourrais nous expliquer la genèse de cette forme singulière entre l'alternance de quelque chose de très théâtral et de très éclaté, et ces courtes scènes de prose, au contraire, très précises et figuratives. Alors, c'est un peu ce qui se passe en fait dans tous mes livres, je crois. C'est-à-dire, enfin non, tous mes livres, comme si j'en avais écrit 50, tu vois. Mais non, pas du tout. Non, mais quand même, bon. C'est-à-dire que, très franchement, au bout d'un moment, je m'ennuie. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je me dis, waouh, ça ronronne. Alors, je casse. Tu vois ? Donc, je me dis, enfin, je casse. C'est plus difficile que ça, hein, la manière dont ça se passe. En fait, j'en sais rien. Mais quand même, je crois que j'ai envie de casser quelque chose qui pourrait ressembler pour moi à une musique à laquelle je m'habituerais trop, tu vois ? Comme si j'essayais d'éviter un piège, je ne sais pas s'il y est, mais j'ai peur qu'il y soit. Donc, je me dis, ben maintenant, allez hop, on change tout. Alors, je ne sais pas si je change tout. Bon, après, il y a des liens, évidemment, des liens évidents, souterrains, ou même peut-être plus visibles, entre ces deux Poiena, ces deux... Bon, voilà. Mais
au départ, c'est pour ça. Et au départ, en fait, les voix de mes livres, les fameuses voix de mes livres, c'est un peu pour ça aussi. C'est-à-dire, je me dis... Tu peux en dire plus sur ces fameuses voix, mais parce oui, que non, mais tout le monde n'est peut-être pas familier de ces voix. Bah alors, les voix de mes livres, c'est... Écoute, je ne veux pas remonter à ma naissance, quand même. Ça n'a pas grand-chose à voir. Mais quand même, si je vais remonter au paysage de mon enfance, parce que là, il y a des choses très, très importantes qui se sont passées. Bah, tu sais ce que c'est, l'enfance. Il y a des impressions définitives, quand même. On est vraiment impression au sens premier. Donc, moi, j'ai vécu à Marseille, j'ai beaucoup nagé, j'étais dans les calanques, j'ai toujours été avec le vent, la mer, la caillasse, le calcaire blanc de Marseille, tu vois, comment on appelle ça, des calanques de Marseille vert, tout ça. Donc, je crois que c'est marrant parce qu'il y a un vers qui me revient comment il s'appelle, de Francis Ponge, qui a écrit, je ne sais pas si tu connais ce texte, sur l'Amounine, Aix-en-Provence. Et il dit... dans la rage de l'expression. Voilà, dans la rage de l'expression. Il parle du bleu du ciel, que moi j'ai tellement fréquenté quand j'allais à l'université à Aix-en-Provence. Et il dit, tragique ancrage de la situation. Et en fait, je crois que j'ai été pétrie par ça. Par ce Mistral, par ce vent, par la caillasse, tu vois, dans les éboulis, cette sorte de ruissellement. Je l'entends encore, ce bruit, tu vois. Donc j'entends des bruits, je vois des gens, il y a un peuple incroyable. Et ben voilà, j'ai décidé que le poème allait... Enfin, j'ai décidé, j'ai rien décidé du tout, mais en tout cas, ce peuple est entré. Et ça m'a permis une chose très importante, c'est de m'oublier un peu moi. Donc c'est pour ça que je l'appelle ce poème un sans nom. Donc j'ai laissé passer ces êtres et je leur ai donné des noms. Il y a des noms qui sont des vrais noms, des vraies personnes. Francis, mon premier fiancé. Je l'adorais. Et sa bicyclette. Ah non, je l'adorais. S'il pouvait lire ce texte, je serais trop contente. Mais bon, on peut lancer un appel peut-être ce soir. Oui, voilà, lançons un appel. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait bah, tu parlais des voix, des voix et du sans-nom. Des voix et du sans-nom. Bon, et ben les voix, voilà. Donc, alors elles vont se mettre dans ce poème avec comment dire. Elles vont prendre la forme qu'elles ont, quoi. Si tu veux. C'est-à-dire, et en plus, je rejoins mon idée de casser la monotonie. Mais ça veut dire, je te coupe, parce que ça veut dire que tu écris dans une sorte de transe. Tu dis, tu fais comme si tu étais mu par ces voix. Ben, je crois que oui, je crois que je sais pas si... Et après tu retravailles derrière. Mais le premier moment, il est il est emporté. Beaucoup. Je travaille beaucoup. Oui, on imagine, mais je travaille beaucoup, mais il y a des choses que je laisse parce que je veux... J'ai dit une langue de griffes et de sucre, mais c'est exactement ça. Je veux qu'il y ait des griffes quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je veux que ça rappe par moment, tu vois. Et puis par moment, au contraire, tu vois, que ce soit quelque chose qui nous emporte. Tu vois, comme le chat dans le jardin, tu vois, quand il se fait comme ça, quand il s'allonge comme ça. Voilà, quelque chose de souple d'un coup et d'une extrême douceur. Mais je reviens à ça. Donc je reviens, ces voix, elles prennent comment dire, c'est Yves Dimano d'ailleurs qui a dit une partition, mais il avait raison. Il a raison. Il a souvent raison. Il avait raison. Je veux dire, oui, on peut. Moi, j'adore, tu vois, quand on peut. Enfin, j'adorerais, pardon. Enfin, là, c'est peut-être moins visible, mais si on pouvait ouvrir le livre et qu'en voyant, on entende. Et même qu'on touche. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y ait vraiment la matière du poème un peu sculpté, tu vois, un peu, je sais pas comment le dire. Il y a un corps du poème, tu vois. Et ce poème, c'est vrai qu'il s'échappe, mais j'arrive à le tenir quand même par la forme, comme tu disais. Il s'échappe un peu dans toutes les directions, mais c'est complètement voulu. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive. Et ça vit. C'est vrai. Et ça marche. Et alors, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire là, pas y revenir, parce que tu viens de le dire, mais plutôt le déployer. Tu parles
de la sculpture et de l'oralité. Et Oui. on voit dans ton travail que c'est Ouais. deux choses importantes, puisque tu sculptes par ailleurs, Oui. et tu as un rapport à la scène où tu investis beaucoup cette Beaucoup, lecture. oui. Alors, est-ce que peut-être tu peux dire un mot sur cette triangulation entre le livre, la sculpture que tu pratiques et la scène que tu pratiques? Ou peut-être il n'y a rien de plus à en dire que cette triangulation existe et que c'est là-dedans que ça vit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à pointer là-dedans? Écoute, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être. Mais Peut-être tu peux nous parler de tes sculptures? oui, enfin, je fais des... Enfin, c'est un peu... Je voudrais rester très, comment dire, très humble. Hein. C'est parce que c'est un peu l'atelier, je vais dire l'atelier du poème, ces maisons qui sont modelées dans l'argile. Mais ce qu'il y a de sûr, bon, c'est ce que disait Sylvie Lobato quand elle a vu ces maisons, c'est que dans ces maisons, il y a des personnages, il y a à chaque étage presque, je vais dire, il y a par moments, bon, l'autre jour je me suis amusée justement, alors personne ne le sait, mais enfin je peux le dire ce soir, j'ai fait dépasser un pied de cette maison au premier étage, très beau pied, qui dépasse comme ça, tu vois. Et donc ce pied, personne ne le sait, mais moi je vais le dire quand même, ce pied pour moi, c'est le Cyclope, tu sais, quand... Dans l'Odyssée? Voilà, dans l'Odyssée, dans cette fameuse... qui a beaucoup d'importance pour moi, ce passage, il avale donc ses compagnons d'Ulysse. C'est plus que de la voracité, hein, c'est une gueule énorme et immense. Et moi, j'ai l'image, là, toujours, il y a des membres qui sortent de sa bouche, tu vois. Il y en a un, il agite son pied comme ça. Donc ce pied, c'est le pied d'un des compagnons d'Ulysse. Alors évidemment, on regarde ça, on voit un pied, c'est tout. Enfin, on voit un pied. On voit peut-être le pied de je ne sais pas qui. Mais tu as composé la sculpture avec cette idée, comme ça? Oui, alors avec cette idée, puis c'est-à-dire que ces personnages, c'est comme quand j'écris. Ces personnages, ils m'appellent, je ne les appelle pas. Alors tu parles de trance, bon, on exagère un peu, mais je veux dire, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup le chamanisme quand même, hein, que j'ai beaucoup. Et tu t'en inspires de ces personnages, oui. Comme de. Oui, alors il y a un aller-retour. Vaudou que tu. Tu vois, il y a un aller-retour. Là, si je me trompe pas, sur la couverture, on en voit une. Voilà, ce personnage-là, c'est pour ça que je l'ai mis sur la quatrième. C'est Poiena. C'est Poiena, parce qu'en fait, ce livre, au départ. Eh bien oui, c'est cette petite statue que... C'est la première fois que je copie un truc dans mon livre, je crois que j'en ai parlé je ne sais plus où, d'art précolombien, dans un ouvrage d'art précolombien que j'ai. C'est une statue, mais c'est intéressant ça, Pierre, c'est une statue d'art chinesco. C'est-à-dire qu'elles ont on les a appelées comme ça parce qu'elles ont les yeux vraiment comme des yeux de chinois, tu vois, des chinoises. Et c'est très intéressant parce que ces statues, elles sont polychromes, elles ont c'est le rituel hein, qui veut qu'elles aient ces bandes de briques rouges comme ça, elles sont engobées blanches, elles ont la tête très ovoïde et elles sont toutes petites comme ça, on croirait qu'elles sont sur les genoux, pas du tout. Elles ont les jambes complètement écartées qui finissent en cône. Moi, ça m'a fait penser à Hans Bellmer comme... Ah oui, un peu. Parce que là, on ne voit pas bien aussi. Donc, non, on ne voit pas bien, mais je n'ai pas voulu... C'est suggestif. Et si tu veux, on dit que ce sont des parturiantes. Elles sont dans la position de l'accouchement. Alors moi, quand j'ai vu ça, quoi, ça m'a... Mais tu vois, c'est moi qui parle sur mon texte, quoi, mais je ne savais pas ça du tout. Mais c'est-à-dire, elles donnent quand même, ces femmes-là, c'est très intéressant, parce qu'elles donnent la vie, elles donnent la vie, et en même temps, elles sont dans les tombes à puits, tu sais, dans les tombes à puits, et elles président au voyage des morts. Donc ça veut bien dire toujours que, comme je dis d'ici de ce berceau et tombeau, hein, sont ficelés de bave, un seul visage habite là-dedans, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la vie, la naissance et la mort, bon, on ne va pas dire que c'est la même chose, mais oui, on pourrait dire presque. Et avant de passer à la suite, dans l'anthologie, il y a Alparego pareil à rien qui provient aussi d'une de tes... Qui est beaucoup plus ancienne, parce que Poienne, c'est 2013. Alparego, oui,
c'est le hasard, quoi. Hein. J'avais du plâtre, donc j'ai commencé à faire ça. Et après, il a créé cette... Bon, je suis partie de là. Poyenne, elle m'a ouvert ce jadis Poyenne. Mais attends, je voulais te dire autre chose. Oui, c'est que parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire, tu tires une sculpture d'un poème. Voilà, je sais que tu as très bien lu Et voici la chanson. Et ça m'a fait très plaisir, d'ailleurs, je te le dis. Et tu en as tiré des sculptures? Et j'en ai tiré une... alors, j'aime beaucoup les têtes bicéphales. Et donc, j'en ai tiré... Il y a une face comme ça que j'ai appelée Jouy, et l'autre que j'ai appelée Joug, évidemment, tu vois. Et ça revient sur ce que je voulais dire, justement, parce que tu parlais juste avant du rapport entre la vie et la mort. Là, Joug et Jouy, on voit que il y a tout le temps une série, comme une espèce de dialectique irrésolue, des oppositions qui font la vie des textes. Ah ben oui. Et en même temps, qui marquent le négatif dans cette vie. Absolument. Et c'est ça qui fait fait aussi... toute notre vie, hein, bien sûr. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup quand même. On a parlé, c'est parce que tu dis les doubles faces. Oui. On a parlé de l'oralité et quand tu dis oui, il y a un côté... Bon, je tiens beaucoup à dire que le poème que j'écris ou qui s'écrit, il est, comment dire, comme une feuille de papier. Le recto et le verso sont inséparables, c'est-à-dire l'oralité, justement, est inséparable de l'écriture, je crois. Ce qui ne veut pas dire, excuse-moi, mais alors là, j'y tiens aussi, que c'est un texte. Vraiment, il y a des gens qui disent c'est un texte pour être dit, je ne comprends vos textes que quand vous les dites vous-même, etc. Tu vois. Bon, ça... D'accord. Chacun... C'est parce qu'en les disant, tu enlèves de l'équivocité, puisque oui. Donc c'est pour ça qu'on les comprend mieux, peut-être. Les réécrit, peut-être, je ne sais pas. En mettant le ton, il y a des possibles qui étaient présents dans le texte écrit qui disparaissent, puisque le ton indique que c'est comme ça ou comme ça qu'il faut le comprendre. C'est peut-être en ce sens-là. Pierre, je ne mets pas le ton. Ah, pardon. Non. Je ne mets pas le ton. C'est bien ça que tu nous expliques ça. Non, attends. Alors, explique-nous ça. Oui, parce que ça va très loin, ça. Ça va aussi très loin pour la réception, justement, pour les gens qui lisent la poésie. D'accord. Le poème. Oui, accrochez-vous. Attention à vous. Non, arrête. Non, ce que je veux dire, c'est... tu dis mettre le ton. Il n'y a pas un ton. Il n'y a pas un ton. Il y a une... Comment dire? Il y a une... Une incarnation. Je plonge, si tu veux, dans ces... Oui, il y a une réincarnation. Non, une incarnation. Une incarnation, oui. Une incarnation, si tu veux. Donc, si tu veux, quand je dis ces textes, je ne peux pas faire autrement. Ils repassent dans mon corps, d'où ils viennent, finalement. Et presque de les dire, c'est une vérification de la force, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est la force que je cherche. Finalement. Ça veut dire que quand tu écris... Tu fais ton gueuloir aussi, alors c'est pas un gueuloir du tout, mais tu les passes à l'oral pour vérifier que le texte marche ou pas, non? Pas du tout. Enfin, je l'ai fait souvent, mais là maintenant, j'ai plus besoin de ça. C'est-à-dire que je les entends, quoi. Je sais. Et si tu veux, si je les entends pas, c'est pas juste. Je sais pas comment expliquer ça. Non, mais je pense qu'on comprend comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah, ça va. Très bien. Alors, le temps nous est compté. Je voudrais qu'on aborde une dernière question. On a bien entendu tout à l'heure, à la fois dans la lecture et quand tu en as parlé, l'importance des paysages de la Méditerranée. Oui. Et moi, en lisant ce livre, qui est magnifique, j'ai appris aussi plein de termes, parce que je suis allé regarder un petit peu les noms propres. Et donc, il y a des noms d'îles, il y a des noms de lieux que moi, je ne connaissais pas du tout, parce que je ne suis pas du tout du coin. Et en le lisant, et en le lisant, en regardant ces noms, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, en fait, c'est vraiment les abords de Marseille, les Calanques, etc. Oui. Alors que la Méditerranée que j'avais dans l'oreille en te lisant, c'était plutôt une Méditerranée grecque. Et je voudrais que tu nous parles de la Grèce et du rapport que tu as à la Grèce, parce qu'il est quand même question de la Grèce. Il y a les Muses, il y a mention explicite de la Grèce à un moment. Tu nous as parlé de l'Odyssée d'Homère. Oui. Et alors, quel est ce rapport entre la Grèce et Marseille? Alors, tu le connais, le rapport entre la Grèce et Marseille.
Mais le tien, Ah, le mien, ah, oui. Mais enfin, quand même, il existe, celui-là aussi. il existe historiquement. Oui, oui, il existe historiquement, géologiquement aussi, d'ailleurs. Et comment dire, moi, j'ai été une très grande lectrice des... Je le suis toujours, d'ailleurs. Des contes, des épopées, tu vois. Mais j'ai dévoré ça. On le sent dans ton Voilà. travail. Et donc je ne renie rien de cet héritage-là et des textes fondateurs, tu vois. Et ça m'a fait un socle, je pense, tu vois. Et comme des chansons aussi, des chansons populaires, tu vois. Et donc, puis on est très près du chant dans tout ça. Donc là, c'est vrai que dans ce livre, donc, ça revient. Alors les muses, c'est un petit... Les muses, comment dire, je me suis un peu amusée avec les muses. Les muses, c'est un peu le cliché de la... Barrez-vous ou fermez vos gueules, je sais plus ce que tu leur dis. Assez violente avec les muses. Oui, oui, je suis violente parce que, bon, moi, ça m'a jamais... Elles m'ont jamais intéressée. Jamais. Même leurs représentations, je les aime pas. J'aime pas les représentations. J'aime pas leur nom. J'aime rien des muses. Bon. Mais quand même, j'en parle. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc oui, c'est le folklorique des muses que j'ai utilisé, tu vois. Avec les conventions, le voile, la lune, les rondes, enfin, etc. Mais j'aime bien ces images en même temps. Mais elle fonctionne très bien et puis elle crée une espèce d'ironie aussi. Oui. Et alors là, peut-être on peut terminer en rebouclant avec Fille de Jeanne Félicie. Je trouve que ce qui saute vraiment à la lecture quand on lit les textes l'un après l'autre, c'est la différence dans le dosage de l'ironie entre les deux textes. Oui. C'est-à-dire que le deuxième texte, il est beaucoup plus premier degré d'une certaine manière, en tout cas beaucoup plus, je sais pas. Il se prend beaucoup plus au sérieux. Il se prend beaucoup plus au sérieux, il se met beaucoup moins à distance de lui-même. Oui. Et alors que le premier est baigné d'une ironie solaire, comme ça, aristophanienne, je ne sais pas comment dire, grecque en tout cas. Ça, oui, tu as raison. Et ça, c'est l'apprentissage des textes, c'est écrire. Et c'est pour ça que ce Fille de Jeanne Félicie, je ne renie pas ce texte, évidemment. Je n'ai rien changé dans l'édition de ce texte. Mais ce texte-là, il est loin de moi. Et il est loin de moi justement par ce côté un peu oraculaire qu'il peut avoir. J'ai horreur de me prendre au sérieux, justement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux parce que justement, tout est très, très triste. On est triste. Moi, je suis foncièrement triste, en fait, tu vois. Je suis foncièrement pessimiste. Mais dans le corps, il y a l'énergie, tu vois. Donc, c'est le Dionysiaque de Nietzsche, tu vois. C'est ça, quoi. Hein. Tout se passe entre oui et non, je le dis souvent, ça. Et bien là, oui, ce texte-là, voilà, on l'a mis en deuxième. C'est pour ça que j'en ai lu qu'une petite partie. Mais il y a des passages, tu vois, j'adore ce passage, par exemple. Attends, je vais essayer de m'en souvenir. C'est entre le château du prince et la baraque du paysan, un trait tracé au bâton, dont la demoiselle aux pieds légers se joue. Magnifique. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toutes et à tous. On peut continuer la conversation dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci à tous. Merci à toi.